Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alexandre, faisons le point sur le déneigement. Oui, des chiffres que je viens tout juste de regarder. Alors, on a chargé 14% de la neige accumulée pour la Ville de Montréal. Je vous rappelle que le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, nous avait donné un horizon d'à peu près 7-8 jours là, pour charger toute cette neige-là. Calculons pour le fun. Là. Bon, on serait en théorie quoi au jour 3 aujourd'hui? On est à 14%. Mettons qu'à la fin de la journée, on serait monté à 18, 19, 20. 5 x 3, 15. Là. Ben, c'est ça. Puis rajoute aussi deux facteurs, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas reçu le mémo, à savoir la collecte des ordures a été repoussée d'une semaine. Alors là, moi, je l'ai vu encore ce matin dans des bancs de neige à plusieurs endroits, il y a des déchets. Et l'autre aspect, c'est toutes les opérations de remorquage de véhicules qui vont retarder là, les opérations de chargement de la neige. Ça, c'est sûr. Parce que c'est 186 piastres si tu te fais remorquer. Alors là, tu as le choix entre déneiger ton véhicule. Pelleter pendant 4 heures. Peut-être faire un infarctus. Oui, dans le pire des scénarios, effectivement. Ou finalement, tu paies l'amende, tu te fais remorquer, tu vas rechercher ton véhicule. Là, ton auto est dégagée. Là. Tu vas la chercher dans un autre stade. Ils te la mettent dans un stationnement ailleurs, dégagée, prête à partir. Là. Alors, parions que certaines personnes vont opter, je vais le dire poliment de cette façon-là, par cette solution. Alors là, ça va retarder... Par les services de la Ville. Par les services de la Ville, calculé à peu près entre 5 et 10 minutes par remorquage. Là. Ça retarde. Ça retarde énormément. C'est sûr. Point de presse de la mairesse Plante à 11h cet avant-midi. La mairesse qui a été plutôt discrète là, depuis le début de ces tempêtes-là. Nouveau sondage favorable à M. Carney. Oui, c'est un sondage Angus Reid sur la politique fédérale. Alors, il y a un effet Carney. Si vous ajoutez la variable Mark Carney dans ce sondage-là, eh ben, les libéraux chauffent les conservateurs, puis pas à peu près. Les conservateurs seraient toujours premiers avec 40% dans les intentions de vote, mais les libéraux tomberaient deuxième avec 37%. On est à peu près dans la marge d'erreur. Où les libéraux vont prendre les électeurs, c'est le NPD qui est le grand perdant de ce sondage-là. Les appuis sont à peu près à 10%. Ça, c'est un recul de 11 points depuis Noël pour la formation de Jack Meeting. Ouais, tu perds la moitié de ton vote en 2 mois, c'est pas viable. Non, c'était pas solide. Mais le Bloc aussi en perd beaucoup. Là. Le Bloc aussi en perd beaucoup quand on regarde spécifiquement ce qui se passe au Québec. Les bloquistes passeraient derrière les libéraux de Mark Carney. Donc, seraient deuxième. Les conservateurs seraient troisième. C'est pas compliqué, là. En 3 semaines, les bloquistes ont perdu 14 points au niveau des intentions de vote. Jamais tenir le Parti libéral pour battu. Enquête qui se poursuit à l'aéroport Pearson de Toronto. Oui, les enquêteurs vont toujours tenter d'élucider ce qui a bien pu se passer. Là, cet appareil qui a raté son atterrissage s'est retrouvé complètement sans dessus-dessous. On a vu des images circuler aussi qui nous montraient la violence là, du choc avec la piste d'atterrissage. 80 personnes étaient à bord de l'appareil lorsque l'écrasement est arrivé. 21 personnes ont été blessées. Et ce qui est pratiquement miraculeux dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a personne qui est décédé et la vie de personne n'est menacée non plus. Maintenant, concrètement dans l'enquête, c'est le BST qui s'occupe de ça, le Bureau de la sécurité des transports. On a récupéré les boîtes noires. L'autre point d'interrogation, c'est la météo. Est-ce que la tempête a été un facteur? Le BST ne l'exclut pas, mais il est trop tôt, selon les enquêteurs, pour tirer quelconque conclusion à ce stade-ci. Il y a Laura de Blainville qui nous dit « Bonjour la gang ». Quelle belle entrevue avec l'agente de bord. Effectivement, Mme Favreau, oui, tout à l'heure. Elle a raison. C'était une personne qui s'exprime très bien, mais très intéressant ce qu'elle avait à nous dire sur le rôle des agents de bord qui ont pas mal agi comme des héros de cette évacuation. Une évacuation qui se serait fait. Écoute, t'es parti avec des gens qui étaient la tête en bas, attachés, là, le siège. L'image que j'ai vue, c'est comme des chauves-souris accrochées au plafond. Oui. Et qu'en l'espace comme 2 minutes, on a vidé l'avion. Ça sentait le kérosène. On avait peur que ça s'enflamme. Alors, effectivement, Mme Favreau qui nous a bien fait vivre un peu comment travaillent, comment sont formés les agents de bord. Le pape François, toujours à l'hôpital. On s'inquiète quand même pour son état de santé. Ben oui, c'est clair, notamment là, vu son âge vénérable de 88 ans. Et bon, selon le Vatican, le pape a passé une nuit paisible. Il est hospitalisé depuis vendredi. Il a une pneumonie bilatérale. Alors, il est contraint d'annuler tous ses événements pour la semaine là, jusqu'au week-end.
depuis plusieurs années, on observe quand même un déclin de l'état de santé du pape François. Il y a eu toutes sortes de problèmes de hanches, des douleurs aux genoux. On le voit se déplacer en chaise roulante, notamment en raison de ces problèmes, des infections respiratoires, des opérations également. Et il n'avait pas écarté la possibilité de quitter ses fonctions si sa santé l'en empêchait, comme ce qu'a fait son prédécesseur, Benoît XVI. Alors, est-ce que cette question-là revient dans l'actualité? On verra bien. Il a passé une nuit paisible, selon le Vatican. Les perdants, ça va être en ouverture des rendez-vous du cinéma. Commence aujourd'hui. Il y a beaucoup de documentaires cette année dans la programmation. Porte-parole d'Ebbie Lynch-White, mais le documentaire qu'ils ont choisi de présenter en ouverture, Les Perdants, où la réalisatrice Jenny Cartwright a suivi 3 candidats aux élections provinciales de 2022, une indépendante, un du parti nul et l'autre du parti culinaire, pour essayer de voir le système électoral autrement. Elle dit les 3 choses qu'il y avait en commun, ces candidats-là, c'était la défaite assurée. Donc, elle veut montrer avec ce documentaire-là, selon elle, des failles et voir le système de financement. Pour elle, c'était un des enjeux parce que Excuse-moi, le parti culinaire, c'est important de déranger. T'as pas juste ça, mais t'as pas juste la défaite assurée. Je veux dire, c'est quelque part, tu t'amuses un peu avec le système électoral. Là. Tu joues au fait que ça coûte pas cher, c'est pas compliqué de se présenter ici, puis tu mets ton nom sur le bulletin pour le fun. Excuse-moi, je suis méchant, mais c'est ça. Là. C'est ça qu'elle voulait voir. Puis le système de financement, on va y revenir. Voici un extrait de ce documentaire. Un des meilleurs arguments qu'on a au Parti nul pour justifier l'ajout d'une cause aucune de ses réponses, c'est que lorsque les gens veulent annuler mais que leur vote est rejeté, ça finance quand même les autres partis. Donc, c'est comme évident lorsque les gens apprennent ça que c'est aberrant qu'un vote qui veut signifier un refus cautionne quand même par du financement d'autres partis politiques. Depuis les réformes amorcées en 2010, le financement des partis politiques se décline de 3 façons. Un revenu d'appariement, une allocation annuelle et une allocation supplémentaire lors d'élections générales. Les partis sont financés par l'État au prorata des résultats de l'élection. Donc, c'est sûr que si tu annules ton vote ou si tu votes pas, si tu te présentes pas aux urnes, ton vote compte pas. Là, dans le sens que c'est les montants d'argent de ceux qui sont vraiment prononcés pour un des partis vont être dépensés au prorata. Mais là, c'est ça. Donc, c'est plate en démocratie, il faut que tu choisisses. Là. C'est ça. Donc, elle veut mettre ça en lumière, elle veut engendrer des discussions avec ça. J'ai vu le documentaire. Je trouve ça intéressant de parler de notre système puis de le questionner. Peut-être le documentaire manque un peu, selon moi, de dynamisme pour intéresser, parce que peu importe le point de vue, des fois, ça nous permet de... C'est aussi un sujet intéressant, ça aurait pu être une idée, mais ça me paraît... J'ai trouvé que c'était fait de façon linéaire. Tu devrais être critique culturelle, Mario. J'aime ça. Non, mais il y a un bout qui pourrait être intéressant, mais je veux dire... Ben, j'haïs pas l'idée, j'haïs pas l'idée, parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est que les perdants, ce sont les électeurs. Mais je trouve que la façon dont c'est fait... Les perdants, ce sont les électeurs qui sont pas capables de se brancher puis de décider. Il y a des choix, là. Puis il n'y en a aucun qui est parfait pour toi. Mais prends le moins pire. C'est pas vrai. Si tu prends le temps de lire les programmes, là, il y en a un qui correspond plus que les autres. C'est que ce soit au Québec, on a tellement de choix. Là, entre Québec solidaire, puis Éric Duhaime, puis souverainiste, puis fédéral. T'as toutes sortes d'options. Fait que, tu sais, puis on peut pas avoir un parti par individu pour dire, ben moi, là, j'aime pas les olives, fait que je veux pas un parti qui dit... je voudrais pas... Non, mais tu comprends? Fait que là, à un moment donné, tu vois ce qui... Puis si t'es pas capable de te brancher dans ça parce que t'es trop original, ben là, je sais pas quoi te dire. Elle trouvait que, par exemple, les indépendants avaient très peu de place dans les médias. Ça, c'était critiqué aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont avoir 22 votes, là. Si on passe nos temps d'antenne à parler de quelqu'un qui va avoir 22 votes, les gens vont changer de poste, ça. Fait que mais c'est intéressant. Bon. C'est juste que je trouve que de la façon dont c'est réalisé, c'est linéaire. Mais j'aurais aimé un peu plus de dynamisme. Ça nous fait jaser ce matin. Bref, c'est ce soir, vous pourrez vous faire votre opinion. Ça sera présenté dans les salles le 22. J'ai l'impression que Mario n'ira pas à l'ouverture des rendez-vous du cinéma québécois. Tellement occupé. Ils sont inquiets pour l'avenir du cinéma et tout ça. Ben, c'est un documentaire comme un autre.